et à solliciter des médecins qui se sont épaulés à vouloir être dans les mêmes centres médicaux où j'avais mes pharmacies. Ici, dans la région? Oui, oui, exact. Alors, puis là, j'ai vu que j'avais ce flair-là encore et puis que j'avais la confiance des médecins avec qui j'ai approché, etc. Alors, là, j'ai tout vendu les pharmacies pour continuer dans le domaine immobilier. Pourquoi? Parce que, disons, il y avait un besoin, il y avait un produit qui se donnait à cette époque-là, qui était des abris fiscaux immobiliers. Et alors, les médecins, en temps normal, étaient de revenus où ceci était un produit qu'eux avaient besoin. Alors, j'ai profité de mes contacts avec eux vraiment pour, disons, aller dans ce domaine-là. Et j'ai devenu, je dirais, parmi, sinon pas le plus gros, disons, distributeur d'abris fiscaux immobiliers ici au Canada. Alors, j'ai fait des projets ici à Ottawa, j'en ai fait à Montréal, Toronto, dans le sud de l'Ontario, Ingersoll. Moi, j'en reviens pas comment tu passes d'une affaire à l'autre. Ça, c'est fini, on le met de côté, on s'en va ailleurs. Il n'y a pas... La plupart du temps, on veut s'attacher à quelque chose, on veut faire grossir l'affaire, on veut j'ai un ami qui dit on veut se faire des empires. Mais toi, tu laisses, c'est fini, on s'en va à autre chose. Oui, mais disons que c'était, disons, l'utile à l'agréable, si tu veux. Okay. C'est que j'ai vu qu'il y avait véritablement ce besoin-là à l'époque. Et je me suis Ce besoin-là étant l'immobilier, puis les voyages? Bien, non, c'était plutôt le challenge de le faire parce que... C'est toujours le challenge de le faire. Oui, exact. Alors, t'as pas peur, des fois? Comment tu réagis face à ces risques-là? Tu dis qu'il y avait un besoin, mais il faut que tu te dises, OK, il y a un besoin, il y a une possibilité, je laisse quelque chose qui marche, puis je m'embarque dans quelque chose, pas à l'aveuglette, mais je suis pas sûre, là. Est-ce que ça va marcher? Oui, mais c'est un peu comme quand j'étais hockeyeur. Tu joues pas pour perdre, Ginette, tu joues pour gagner. Et puis si tu, disons, mets les patins, puis embarques sur la glace avec l'attitude qu'on va perdre, ou peut-être qu'on va perdre, tu gagneras pas trop de parties. Hein. Donc toute la vie, c'est un jeu pour toi? Bien, un jeu calculé, mais c'est un jeu, oui, oui? effectivement. Oui. Alors, il faut quand même prendre les challenges et puis, disons, les regarder comme étant, disons, comment dirais-je, sur le côté positif des choses et non négatif. Tu me disais que la plupart des gens ont la phobie du zéro. Oui, et puis investir 100 $, c'est pas compliqué, mais en investir 100 000, on trouve ça plus risqué. Mais quand on tombe, on se casse la jambe, qu'on a investi 1000 ou 100 000, ça n'a pas d'importance. Toi, ça t'a jamais fait peur de tomber, les échecs t'ont jamais fait peur. On y revient après la pause, si tu veux, puis on va parler des échecs. Quand on rencontre des échecs, comment on réagit? Reste avec nous. Je suis avec Richard Racette. On parle de ses projets, de ses nombreux projets. Bon, il arrive. On n'a pas encore parlé des projets en affaires. Oui, un peu. Mais on parlait des échecs. Tu regardes la vie, ta carrière, ces projets que tu diriges, la compagnie Uvesco que tu as créée, que tu as fondée, dont tu es le président encore aujourd'hui, pour diriger ces projets-là. Tu as un bureau ici à Ottawa. Tu as un bureau à Genève. Oui. Où sont les autres bureaux? Est-ce qu'il y en a d'autres? Si, j'ai un bureau à Londres. J'ai aussi, disons, un bureau maintenant en Chine. Et puis, j'avais antérieurement un bureau à Saint-Pétersbourg, en Russie aussi. Mais je n'ai plus ce bureau-là. OK. Puis ces bureaux-là, il y a des gens qui y travaillent. Si. Puis quand on regarde les conseils d'administration ou les équipes qui travaillent avec toi, c'est multidisciplinaire, puis c'est à travers le monde. Dans la même liste, on va avoir quelqu'un qui est à Zurich, l'autre qui est à Berlin, l'autre est à Londres, l'autre est à Los Angeles, et puis l'autre peut être en quelque part en Nouvelle-Zélande. Donc, tu as des gens vraiment de partout qui t'accompagnent. Ouais, il y a un bon mot anglais qui décrit cela, c'est du networking. Oui. Si aujourd'hui, sur le point de vue mondial, tu ne fais pas du networking, tu n'es pas en mesure de pouvoir réussir. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Tu as besoin d'être épaulé, puis tu as besoin d'avoir de bons contacts et des personnes de confiance avec qui tu peux vraiment transiger et avoir confiance de transiger avec. Voilà. On va parler de cette confiance, comment tu la développes tantôt, mais j'aimerais parler des échecs.
Tu disais que je te demandais si la vie est un jeu, ta carrière, tu dis oui, en quelque sorte, c'est un jeu. Tu avais même écrit un livre qui n'a pas été publié. Peut-être qu'un jour, il le sera. Tu ne l'as pas vraiment essayé de le publier, hein? Non. Mais ça s'appelle les Snakes and Ladders, les serpents et les Et échelles. voilà. Et c'est comme ça que tu résumes la vie. Donc, un serpent, c'est un échec. Oui, mais des fois, des fois un serment n'est pas un échec. Tu sais, des fois, un serment est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un peu comme escalader une montagne. Tu ne peux pas toujours t'attendre à toujours grimper. Des fois, il faut que tu redescendes pour réévaluer où tu en es et puis ensuite remonter. Sinon, tu peux disons, avoir l'échec par le fait même que tu n'as pas fait un recul ou si tu n'as pas vu un autre chemin ou une autre route ou une autre façon de faire les choses. Oui, parce qu'il faut des fois, si on tombe toujours dans le même trou, à un moment donné, il faut faire le tour du trou ou prendre Exact. une autre route. D'ailleurs, je me rappelle d'avoir eu la chance de rencontrer Sir Hilary, qui avait le premier escaladé Everest. Et puis, il m'avait inspiré par ceci en me disant que la journée avant d'escalader la montagne ou de se rendre, disons, au sommet, il ne croyait vraiment pas pouvoir le faire. Et puis, lui, avec son guide, croyait que ils étaient pour perdre leur vie sur la montagne cette journée-là. Ils ont fait face à une tempête épouvantable. Et c'était grâce plutôt au guide qu'il s'est rendu au sommet. Et ce que j'ai trouvé vraiment, disons, touchant de sa part, il n'y a jamais eu une photo prise de Sir Hilary sur le sommet de Everest. La photo, il restait une photo dans cette caméra-là. La photo a été prise de Hinsing. Et ça, j'ai trouvé ça remarquable que cette personne-là, quand même, a mis de côté, disons, son prestige, disons, tout ce que c'est qu'il avait accompli pour le donner à la personne qui l'avait accompagné. Grande humilité, hein? Ah, si. Donc, et moi, j'ai été inspiré par ça. Et puis, inspiré en ce sens que never say die. Dis jamais, tu sais. Puis c'est même au hockey, tu sais, il y a combien de parties qui ont été gagnées ou, disons, match nul après avoir fait un effort de dernière seconde pour compter ce but-là. Et il faut toujours vivre, disons, en anticipation de gagner, puis pas en anticipation de perdre. Il faut toujours donner le maximum d'efforts dans tout. Puis avec des équipes, parce que tu es un gars d'équipe, finalement, parce que c'est ce que tu bâtis, des équipes. Effectivement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des sports qui se jouent quand même solitaires, comme le tennis et le golf, mais ils ont tous des entraîneurs, ils ont tous un entourage, ils ont toute une équipe qui supporte ces gars-là. Dans un monde où chacun est à la recherche du meilleur pour soi, et puis, tu sais, c'est moi, là, puis c'est mes intérêts, puis j'oublie les autres, tout y passe présentement. Est-ce que c'est difficile de bâtir des équipes pour des gros projets où tout le monde va vraiment se faire confiance? Comment tu sais que quelqu'un mérite la confiance et comment tu maintiens la confiance des gens? La formule est simple. La formule est rend les choses win-win. Aussitôt que tu commences à, disons, vouloir être, disons, tu adoptes une formule win-lose, où une personne gagne à l'encontre de l'autre personne qui perd, tu vas toujours perdre, disons, ton entourage. Les gens vont te voir comme étant plutôt un exploiteur plutôt que d'un créateur d'opportunités. Et je préfère être un créateur d'opportunités, de partager quand même les bénéfices et d'être généreux envers ces personnes-là. Parce que, Ginette, il n'y a personne qui le fait seul. Et il n'y a personne qui ne le fait sans sacrifier quand même une partie de sa vie. Ça veut dire que si l'homme travaille 14, 15, 18 heures, il te l'a donné, mais il a sacrifié ce temps-là avec sa famille. Il a sacrifié avec son épouse, ses enfants, les membres de sa famille. Alors, il faut reconnaître ces personnes-là. Il faut quand même reconnaître que toute personne a un entourage et puis récompenser, puis reconnaître que ces personnes-là méritent aussi d'être récompensées aussi. Si on parlait des projets dans cet esprit-là, des nombreux projets que tu as dirigés,
il y en a dont tu es plus fier que d'autres, bien sûr. Peux-tu nous parler, est-ce que Saint-Pétersbourg, ce que tu as fait à Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose qui te rend fier? Ça me rend très fier parce que c'était vraiment, disons, une expérience de la vie incroyable. Mais dis-nous ce que c'est pour que les gens sachent dans un Bien, premier temps. ce qui est arrivé, c'est que j'avais fait un voyage à Genève. J'ai rencontré un entourage russe qui était au même hôtel où j'étais et qui m'ont présenté avec des documents et qui étaient en majorité français. Alors, j'avais fait la lecture de ceci, puis quand j'ai vu de quoi consistait le projet, j'ai dit, écoutez, ça, c'est quelque chose dont je peux faire et c'est quelque chose dont je veux faire. Qu'est-ce que c'était le projet? Alors, le projet était le financement d'un projet qui se nommait Balport. Alors, Balport, c'était la restructuration totale du port de Saint-Pétersbourg avec l'aéroport. C'était un montage de 3,7 milliards de dollars. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris ce projet-là en charge et en main. Et je me suis installé à Genève et je faisais la navette entre Saint-Pétersbourg ainsi que Genève pour faire le montage. Puis, c'est fait en association avec une banque à l'époque qui était TechoBank. Et voilà, alors j'allais fréquemment, disons, en Russie. Et là, je faisais, disons, la représentation européenne et mondiale pour trouver les fonds nécessaires pour ce projet-là. C'est pas évident quand on commence à chercher au-dessus de 3 milliards. Non, 3,7 millions. 3,7 milliards. Mais moi, l'argent, c'est beau, mais j'aimerais que tu me parles des Russes, parce que je sais que tu as beaucoup aimé les Russes. Il faut aller à la pause encore, Richard. Au retour, on en parle. Reste avec nous. Le peuple russe, parce que tu rencontres les gens à travers le monde. Le peuple russe, tu as une affection particulière pour eux? Oui, si, parce que j'ai trouvé... C'est vraiment bizarre, hein, parce que c'était comme avoir trouvé une âme sœur quand j'étais en Russie. Et l'avantage que j'ai eu, puis encore là, c'est de où je venais, c'est que j'ai pas été là pour les juger. Parce que j'ai été mal jugé déjà une fois dans ma vie, dans les années 60, où on était, disons, la guerre entre... C'était évident, entre Canada puis Cuba, puis la Russie, puis toute autre chose. Puis même à titre d'hockeyeur, quand on jouait contre les Russes, on mettait un effort suprême, disons, d'être, disons, encore plus physique envers eux, puis même avoir une haine envers eux. Puis j'ai jamais pu comprendre pourquoi qu'on avait cette haine-là, puis pourquoi qu'on faisait ceci, parce que c'était tous des gars vraiment, tu sais, qui étaient le fun. Tu rencontré sa patinoire, puis tu voyais quand même, c'était des gars qui... Tu as joué contre les Russes? Absolument, si. Et puis, c'était des chics types, tu sais. Puis, il n'y avait pas l'équipement qu'on avait. Puis même, écoute, ça, c'était à l'époque des années, disons, 60. Imagine-toi encore aujourd'hui, tu sais. La différence. Mais, alors, quand je suis arrivé en Russie, moi, ce qui a été mon fort, c'est que j'ai laissé tomber mes paradigmes. Je n'ai pas emmené avec moi, disons, tous nos paradigmes canadiens, nord-américains ou autres. Comme par exemple, là, ici, là, il va falloir que vous vous occupiez plus des droits de la personne, ou il va falloir que vous fassiez ci, vous faisiez ça. Tu n'arrives pas avec tes gros sabots. Voilà. Tu arrives sous les gens. Exact. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là, ça leur a pris un bout de temps pour qu'on développe une relation. Et je vais te dire, tu sais que tu as développé une bonne relation, du moins à cette époque-là en Russie, quand tu passais d'être, disons, un invité du salon à un invité de la cuisine. C'était là quand tu réalisais que tu avais gagné enfin la confiance des gens. Parce que même eux, durant, disons, le stage, disons, avant que Perestroïka arrive, ils étaient quand même toujours conscients de ce que c'est qu'ils pouvaient dire,